Bonjour à tous, merci d'être parmi nous pour ce salon de l'étudiant. Alors je me présente, je suis Sonia Fibleuil, je suis commissaire divisionnaire et je suis porte-parole de la police nationale. Donc ça fait une vingtaine d'années que je suis dans la police nationale et j'ai fait à peu près plusieurs métiers, en gros une moitié de partie de carrière en sécurité publique, c'est-à-dire la police du quotidien, dans les commissariats, et une autre partie en police judiciaire sur des enquêtes, notamment en antiterrorisme et dans le blanchiment d'argent. Alors, nous sommes ici pour parler CRS, puisque le thème de la conférence aujourd'hui est les métiers et les différentes spécialités dans les compagnies républicaines de sécurité. Donc, à cet effet, je vous présente Philippe, qui est commissaire également, commissaire de police, et qui a une spécialité, c'est d'être CRS, comme vous le voyez sur sa tenue, et qui va nous raconter un petit peu son parcours, puisqu'il a un parcours très riche. Il a commencé par la base pour arriver au top de la hiérarchie de la police en étant commissaire. Donc je vais lui commencer par une première question. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est ton parcours ? Merci Sonia, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Philippe Franchet, je suis commissaire de police, chef d'état-major pour la direction zonale des CRS à Paris. Je n'ai pas toujours fait ça puisque je suis rentré dans la police en 2006 après un cursus juridique où j'ai obtenu une maîtrise de droit public. À l'époque, donc c'était le Master 1 en droit public. Je suis rentré gardien de la paix en 2006 et j'ai gravi tous les échelons de la police nationale puisque j'étais gardien de la paix pendant 2 ans en police secours, c'est-à-dire que j'intervenais suite aux appels 17 sur des urgences du quotidien. J'étais patrouilleur. Et ensuite, j'ai passé le concours externe d'officier de police, où après 1 an et demi de scolarité, j'ai été affecté dans l'Essonne, où j'ai fait de l'investigation pendant 2 ans en sécurité publique et ensuite 4 ans en police judiciaire, où je luttais contre le grand banditisme. Et ensuite, j'ai décidé de poursuivre cette évolution de carrière. Et en 2016, j'ai passé le concours interne de commissaire de police pour être chef de circonscription, c'est-à-dire chef d'un commissariat, toujours dans l'Essonne. Et depuis 2 ans maintenant, je suis chef d'état-major chez les CRS. Mais la carrière ne s'arrête pas là puisque prochainement, je serai dans une autre direction de la police nationale. Donc à travers moi, vous pouvez voir tous les parcours et toutes les évolutions qui sont possibles au sein de notre institution. Alors effectivement, je rebondis sur ce que dit Philippe. Vous l'avez compris, on peut dans la police nationale faire différentes spécialités. On a l'habitude de dire chez nous qu'on a 150 métiers différents au sein de la police nationale. Donc différentes spécialités, CRS, police judiciaire, communication même, puisque ce n'est pas mon métier à la base d'être communicante, de faire de l'investigation, de la police scientifique. Et sur le stand, là, vous allez voir, il y a toutes ces spécialités qui sont représentées. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et on va poursuivre en fait notre entretien sur les CRS, sans doute pour déconstruire quelques préjugés que vous pouvez avoir envers les CRS, pour vous montrer en fait quelle est notre activité, quelles sont nos missions et vous les présenter de la manière la plus transparente possible. Donc on va commencer cette conférence et surtout à la fin, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez et on y répondra bien volontiers. Alors première question, est-ce que déjà, puisque tu es actuellement CRS, on a compris que tu étais allé en sécurité publique, tu es allé en PJ, tu vas retourner en PJ, enfin bref, tu as un parcours très varié. Est-ce que tu peux nous présenter actuellement ce qu'est les CRS, ce que sont les CRS, les compagnies républicaines de sécurité et quel est ton métier au sein des CRS ? Bien sûr. Donc les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, ont été créées en 1944, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, par le général de Gaulle. Nous sommes issus d'une tradition des officiers de marine. Première distinction, c'est que vous voyez, mon galon, il est bleu marine, alors que celui de Sonia est bleu foncé. Tout simplement, c'est une référence à notre origine historique. Et donc, à partir de là, le général de Gaulle a souhaité mettre en place sur l'ensemble du territoire une réserve nationale qui était projetable pour pouvoir faire un renfort auprès des effectifs de police. Donc, nous sommes basés sur une organisation comme des bateaux, c'est-à-dire que les CRS vont naviguer à travers toute la France pour pouvoir porter assistance aux effectifs de police qui le sollicitent. Donc, en 1944, nous avons commencé à faire du maintien de l'ordre. Puis en 1945, nous faisons de la protection rapprochée. Ensuite, nous faisons la montagne en 1948. Nous faisons les autoroutes en 1957. Ensuite, les plages en 1958. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, les CRS se sont construits non plus une spécialité, mais des spécialités qui sont devenues leur cœur de métier. Et ensuite, avec les attentats que malheureusement nous avons connus depuis les années 90, nous sommes également présents sur ce créneau.
avec ce qu'on appelle l'ESPICAG, donc c'est-à-dire que chaque compagnie républicaine de sécurité est en mesure de répondre à la menace des attentats. Je me souviens, lorsque j'étais étudiant, il y avait un poster dans l'entrée de la fac qui était « Ne choisissez pas un métier, mais choisissez-les tous et devenez policiers ». Voilà, donc la police nationale et les CRS répondent vraiment à ce magnifique slogan qui a porté ma vocation. Ah oui, effectivement, donc c'est extrêmement varié. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre vous qui savaient que les CRS faisaient de la protection rapprochée également. C'est vrai que c'est des choses qui sont méconnues dans le grand public. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont toutes les différentes spécialités au sein même des CRS et qu'est-ce qu'on peut faire comme métier et spécialité dans les CRS ? Alors, je vais commencer par le cœur de métier le plus prégnant, c'est-à-dire le maintien de l'ordre. Alors, une compagnie républicaine de sécurité, vous avez tout un tas de métiers en son sein. Évidemment, vous avez les personnels actifs. Donc, le premier métier, c'est celui d'opérateur de maintien de l'ordre. C'est celui que vous allez pouvoir voir avec le bouclier, avec le tonfa, avec l'ensemble des moyens collectifs et individuels dont sont dotés les CRS pour pouvoir se défendre s'ils sont prêts à partir dans une manifestation. On a également une spécialité qu'on appelle l'ASPICAG. Donc là, ce sont des opérateurs qui peuvent intervenir en matière terrorisme. On a ce qu'on appelle les bots. Alors les bots, ce sont les binômes observateurs-tireurs. Donc là, c'est ce qu'on appelle plus communément des tireurs d'élite. On a également des SOC. Donc les SOC, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les secouristes opérationnels de compagnie. Ce sont des personnes qui ont des brevets d'infirmiers très poussés et qui sont capables d'intervenir en milieu dégradé pour pouvoir porter secours. On a également les chauffeurs de personnalité, donc pour ceux qui font de la protection. Nous avons également des spécialistes autoroutiers, c'est-à-dire des motocyclistes. Nous avons des montagnards. Nous avons des maîtres nageurs sauveteurs qui interviennent. Et au final, vous avez tous ces cœurs de métiers qui sont présents. Et également des cuisiniers, nous avons également des garagistes, nous avons des comptables, puisque, je vous le rappelle, une compagnie, lorsqu'elle se déplace, elle est autonome. Donc elle se déplace avec toutes les spécialités qui sont possibles. Nous avons également des transmetteurs et nous avons également des mécaniciens. Alors, c'est très intéressant parce que je pense qu'on a peu conscience que quand on est sur les plages du littoral l'été, quand on voit les CRS nageurs sauveteurs, c'est exactement les mêmes personnels qui sont parfois amenés à faire du maintien de l'ordre dans les manifestations. Ce sont les mêmes. Donc ce sont des personnels qui peuvent à la fois intervenir quand il y a une infraction ou du cassage de vitrines, ce genre de choses, et en même temps qui sauvent les gens sur la plage, mais aussi sur la voie publique d'une manière générale, et qui sont tout à fait capables en mobilité de sauver des vies lorsque c'est nécessaire et qu'ils ont à faire face à des situations d'urgence. Alors moi, je leur dresse mon chapeau bas parce que effectivement, c'est pas forcément facile de pouvoir switcher comme ça d'une mission à l'autre. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi-même qui suis professionnelle depuis 20 ans, et j'avoue que je reste toujours admirative de ce type de personnes qui peuvent switcher d'une mission à l'autre. Alors merci pour ces explications, Philippe, qui sont parfaitement claires. Je pense que ça pourrait être intéressant en fait d'expliquer aux jeunes quelle est la journée type d'un CRS, voilà, selon les grades, et qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on arrive au bureau, quand on arrive à la compagnie. Merci Sonia. Alors en fonction du cœur de métier, évidemment, la journée varie. Alors si on prend un gardien de la paix qui par exemple est en maintien de l'ordre, lui, sa préoccupation en premier, ça va être de savoir comment vont ses collègues, puisque une CRS s'articule par groupe. Donc il va prendre son service au sein de sa compagnie, il va checker ce qu'on appelle le matériel, checker son camion, prendre connaissance de la mission, et puis répartir le rôle qu'il va y avoir entre son groupe de 6 personnes. Et ensuite, sur les instructions de son officier, il partira sur une manifestation, et donc il va s'intégrer dans un dispositif complet de maintien de l'ordre. Si le gardien de la paix travaille en autoroute, ben lui, il va vérifier que le véhicule dans lequel il va patrouiller toute la journée est en bon état. Ensuite, il va prendre les consignes, peut-être s'intéresser sur les derniers lieux d'accidentologie de son domaine autoroutier. Et puis essayer également de savoir s'il n'y a pas des personnes recherchées qui sont susceptibles d'évoluer sur son secteur. Au contraire, si le CRS, le gardien de la paix, fait de la protection rapprochée, eh bien lui, il va s'intéresser à la personne, à l'emploi du temps de la personne qui doit protéger, à la personne qui doit accompagner, et puis un petit peu anticiper les différents cheminements qu'il empruntera, par exemple les voies de circulation, et connaître les moyens d'accès qu'il devra utiliser. Si vous êtes officier, vous aurez une vision un petit peu plus large de votre emploi du temps. L'officier, c'est le
officier, voilà, c'est le grade supérieur, manager. C'est ce qu'on appelle voilà, le cadre de proximité. Lui, il va avoir déjà une conception à moyen terme, savoir si l'ensemble de sa compagnie est regroupé, s'il en maintient l'ordre, s'il est en autoroute, savoir si les partenaires, c'est-à-dire les magistrats ou d'autres partenaires de la sécurité publique souhaitent initier des opérations communes. Par exemple, on peut, officier autoroutier, on peut faire des opérations avec les douanes, on peut faire des opérations avec les gendarmes, voilà, pour lutter tous ensemble contre l'insécurité routière. Et puis, si vous êtes officier en protection rapprochée, alors là, vous planifiez justement les déplacements de votre compagnie, la CRS 1, sur l'ensemble de votre territoire. Et alors, si vous êtes encore un échelon supérieur, si vous êtes commissaire de police, alors là, vous n'êtes ni maintien de l'ordre, ni autoroutier, ni protection rapprochée. Vous faites les trois en même temps. Voilà, vous gérez tous ces cœurs de métier. Et l'idée, c'est que tout cela s'articule de manière parfaitement fluide et donner tous les moyens pour justement permettre aux missions de s'accomplir sans difficulté. Et là, vous avez une vision, je dirais, non pas à court terme, non pas à moyen terme, mais à long terme, voilà, sur l'ensemble des périmètres qui vous sont rattachés, pour pouvoir faire en sorte que tous vos effectifs aient l'ensemble des moyens disponibles pour pouvoir fonctionner. Alors si je comprends bien, si je suis commissaire en CRS, j'arrive au bureau le matin et dans le quart d'heure, parce que ça chauffe quelque part, je peux tout à fait me mettre en tenue et aller sur le terrain. Donc en gros, on subit l'événement beaucoup, il n'y a pas du tout de routine. On est complètement amené à découvrir en fait notre journée au moment où on arrive prendre nos vacations. C'est souvent ça qui nous plaît en police nationale, c'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi la journée va être faite. C'est vrai qu'il y a peu de métiers de bureau en police nationale et particulièrement en CRS. Alors je pense que ce qui intéresse nos jeunes aussi, on a parlé des différents métiers, des différentes spécialités, d'être sauveteur, d'être tireur d'élite. Et ce genre de spécialités qui sont méconnues, même accéder au secours en montagne. Donc c'est des spécialités qui sont méconnues, mais par contre les CRS sont quand même attachés au maintien de l'ordre, c'est-à-dire aux manifestations qui peuvent ou pas dégénérer, mais la police nationale est là pour protéger la liberté, le droit de manifester. Et c'est ce pourquoi, évidemment, de manifester dans de bonnes conditions. Et c'est pourquoi la police nationale est représentée par les CRS sur toutes les manifestations, de manière à ce que les manifestants pacifiques puissent manifester tout à fait librement. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, puisque c'est quand même la mission principale, c'est ce pourquoi les CRS ont été créés en 1944, est-ce que tu peux nous expliquer comment s'articule un maintien de l'ordre ? Bien sûr, Sonia. Alors, une mission de maintien de l'ordre s'articule autour d'une compagnie. Alors, une compagnie, c'est environ une centaine de personnes, avec un commandant de CRS qui est à la tête. Lui-même bénéficie de 2 officiers, en gros, pour l'épauler. Et ensuite, vous avez une demi-compagnie, et ensuite, vous avez des groupes. Et donc, tout ça représente 12 groupes, chacun composé de 6 personnels. À partir de cette ressource, le commandant va mettre en place un dispositif, mais il ne va pas le mettre tout seul. En fait, lorsque le commandant de CRS arrive sur un dispositif, il est ce qu'on appelle sous la main de l'autorité civile, et c'est l'autorité civile, en concertation avec le commandant de CRS, qui va déterminer l'effet à obtenir et la stratégie. C'est-à-dire jusqu'à quel point on va pouvoir tolérer un certain trouble à l'ordre public et à quel point on va intervenir, et surtout quels sont les moyens qu'on va pouvoir utiliser pour rétablir l'ordre public. Donc par exemple, on dispose de nombreux moyens, on a des véhicules qui sont très spécifiques, on a des véhicules avec des grilles, on a des ELE, c'est-à-dire les engins lanceurs d'eau. Nous avons également des OMR qui s'appellent des obstacles mobiles de rue, ce sont des grilles qu'on va pouvoir déployer. Donc tout ça, ça fait partie d'une stratégie qui est définie bien en amont de la manifestation, en concertation avec ce qu'on appelle les renseignements territoriaux, qui vont déjà nous donner un petit peu la température, à savoir l'ambiance et ce que souhaitent faire les manifestants sur la voie publique. Donc avant de rentrer dans une espèce de rapport de force, on établit toujours une stratégie, un positionnement des troupes pour pouvoir gérer au mieux et garantir la liberté de manifester. Alors si je comprends bien, et pour que ce soit bien clair, en fait, quand les CRS sont déployés lors de manifestations, on est sur une concertation, une stratégie préalable, une analyse du terrain en concertation avec les autres collègues policiers en amont
et notamment les services de renseignement, le renseignement territorial, qui va dire tiens, cette manifestation, elle peut ou pas dégénérer, elle peut ou pas être violente. Et cette analyse qui est faite en amont, en collaboration avec les CRS, va permettre de déterminer le nombre de forces qui vont être déployées sur place et au moment de la manifestation. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'il y a un côté, on a juste l'impression qu'ils sont là, qu'ils interviennent. C'est pas du tout ça. Il y a vraiment une stratégie, comme nous l'a expliqué Philippe, une stratégie en amont, une réflexion qui est faite et une réflexion tout aussi importante qui est faite lorsque ça dégénère. Et j'en viens à ma question suivante. Puisque là, on est dans le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est une situation de manifestation pacifique, mais qui peut dégénérer parce qu'il y a de la casse. Et là, on est dans le rétablissement de l'ordre. Donc Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer cette distinction entre le maintien de l'ordre et le rétablissement de l'ordre? Bien sûr, alors le maintien de l'ordre, c'est ce qu'on appelle tolérer un certain trouble à l'ordre public. L'idée, c'est de savoir est-ce qu'on constate des atteintes aux personnes et est-ce qu'on constate des atteintes aux biens, de manière générale, à l'ordre public et aux institutions. Donc là encore, c'est l'autorité préfectorale, l'autorité civile, qui va déterminer jusqu'où il va y avoir cette tolérance. À partir du moment où on constate que le seuil est dépassé, qu'il y a des atteintes ou un risque grave pour les personnes ou pour les biens, l'idée alors ça va être de basculer ce qu'on appelle en rétablissement de l'ordre. Mais dans une manifestation, tout le monde n'est pas là pour causer des troubles à l'ordre public. Le cœur des manifestants, c'est quand même de pouvoir s'exprimer. Et nous, notre idée, c'est de pouvoir garantir cette liberté fondamentale qui est le droit de manifester. Donc, le schéma national du maintien de l'ordre garantit certaines prérogatives. Et en particulier, pour passer en rétablissement de l'ordre, on fait ce qu'on appelle les sommations, qui sont au nombre de 3 sommations, et qui justement sont parfaitement audibles et visibles pour les manifestants. Et là, très clairement, on s'inscrit ensuite dans un cadre de rétablissement de l'ordre. Alors, le rétablissement de l'ordre, il nous autorise à employer la force, une force graduée, proportionnée. L'idée, c'est pas de tout de suite rentrer dans un rapport de force. Le déploiement de force, ça peut être tout simplement parfois montrer ses muscles, casquer les effectifs, sortir les matraques. Et souvent, la visibilité de cette montée en puissance fait que, de par soi-même, il y a déjà une baisse de la tension. Et ensuite, si on devait graduer et si on devait monter en puissance, nous disposons, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, d'engins lanceurs d'eau, de plus en plus de mobilité par le schéma national du maintien de l'ordre, qui garantit à la fois aux manifestants de pouvoir être protégés, mais également aux personnes qui seraient les auteurs d'exactions violentes. Nous, on leur garantit plus de fermeté. Alors on va parler vrai, hein. On a l'impression que les CRS, parce que on n'a que ça qui est visible à travers les médias, sont là que pour intervenir quand ça se passe mal et voir les manifestations dégénérer. Mais on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de finesse dans leur action que ce qu'on pense. Et finalement, il y a beaucoup plus d'attentes et de réflexion que d'actions et de situations qui dégénèrent. Et ça, c'est quelque chose qui est peu dit, qui est peu relayé, mais on est là justement pour vous l'expliquer vraiment en toute transparence. Et c'est justement une partie de la déconstruction en fait, des préjugés qu'on peut avoir envers les compagnies républicaines de sécurité. Donc on est vraiment dans une réflexion on ne fait pas n'importe quoi, heureusement, et on garantit quand même la protection des manifestations et la protection de la démocratie et de nos institutions. Alors, tu as parfaitement expliqué les choses, Philippe, et je t'en remercie. On a beaucoup parlé de maintien de l'ordre ces derniers temps. Il y a eu des évolutions, notamment législatives, des évolutions réglementaires sur le maintien de l'ordre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Donc, le schéma national du maintien de l'ordre est un schéma national qui a été initié à l'issue de ce qu'on appelle le mouvement des Gilets jaunes et qui permet d'avoir une vision globale du maintien de l'ordre. Donc la vision globale, déjà, c'est par rapport à la prise en compte de l'ensemble des partenaires qui sont présents sur une manifestation. Donc les partenaires extérieurs, c'est-à-dire les manifestants eux-mêmes, savoir quelles sont leurs revendications, quels sont leurs itinéraires, quels sont leurs souhaits, est-ce qu'ils souhaitent rencontrer des autorités, est-ce qu'ils souhaitent uniquement être en statique, est-ce qu'ils souhaitent évoluer. Donc là, c'est vraiment une prise en compte de plus en plus prégnante au niveau de la stratégie que nous mettrons en place ensuite. D'autres partenaires extérieurs qui sont incontournables, ce sont bien évidemment les journalistes, qui sont maintenant associés
au plus près des effectifs de maintien de l'ordre pour que nous, on puisse communiquer en temps réel sur les actions qu'on met en place et bien comprendre que nous sommes toujours dans une communication qui consiste à garantir cette liberté fondamentale qui est de manifester et que si nous devions rentrer dans un cadre de rétablissement de l'ordre, ce n'est pas pour défier les manifestants, mais bien pour leur permettre de prolonger les manifestants et écarter le plus rapidement possible les auteurs de violences. Ensuite, en termes de partenaires internes, nous avons le renseignement territorial, nous avons également les autorités préfectorales, ce qu'on appelle les collègues locaux, donc la sécurité publique ou la préfecture de police, et puis ensuite les gendarmes avec qui nous pouvons nous articuler sur des dispositifs de maintien de l'ordre. Et le tout, j'ai envie de dire, c'est évidemment de pouvoir apporter des suites judiciaires aux personnes qui sont interpellées. Et donc là, on a un dernier partenaire qui rentre dans la boucle, c'est la police judiciaire, ou en tout cas les enquêteurs de police judiciaire. Et là, on rentre dans une phase de judiciarisation pour pouvoir permettre justement aux auteurs, en tout cas à la justice, d'avoir le maximum d'éléments judiciaires pour pouvoir poursuivre et entrer en voie de condamnation à l'encontre de ces personnes qui, eux, justement, ne permettent pas la bonne garantie de la liberté de manifestation. Donc ce schéma national du maintien de l'ordre, il garantit, si on devait retenir quelque chose, c'est qu'il garantit une liberté fondamentale, c'est-à-dire la liberté de manifester. Alors c'est subtil, hein. L'équilibre est quand même très subtil, c'est-à-dire qu'on est, comme tu l'as dit, dans une protection de la liberté de manifester, avec un schéma national de maintien de l'ordre qui a été révisé récemment et qui nous dit il faut protéger un maximum, évidemment, les manifestants pacifiques, il faut protéger un maximum la liberté d'expression et notamment à travers les journalistes et les médias, tout en réprimant les infractions qui sont commises devant soi. Donc vous avez compris que des fois l'équilibre est un petit peu fragile et que souvent ça peut basculer rapidement, d'autant, on n'en a pas parlé, mais que les CRS travaillent en unité constituée. Travailler en unité constituée, c'est quoi ? Tu vas peut-être nous le dire et tu vas compléter évidemment, c'est travailler en groupe, en collectif. Et donc, des fois, permettre une interpellation d'une seule personne en étant tout un groupe, c'est extrêmement délicat. D'où les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain. Et je pense que Philippe, tu peux peut-être illustrer le propos que je tiens, si tu en es d'accord évidemment. Merci, bien sûr. Donc en effet, lorsqu'on voit débarquer une compagnie de CRS, on voit une sorte de masse. Voilà, c'est vrai qu'il y a le parc automobile, c'est minimum 14 véhicules, énormément d'opérateurs sur le terrain. Donc on pourrait croire qu'il n'y a aucune articulation, aucune logique. Alors qu'en contraire, il n'en est rien. Si vous prenez un petit peu de recul et si vous positionnez derrière les compagnies de CRS, vous verrez que chacun a un numéro, un chiffre dans son dos qui correspond à la section et au groupe. Et tout ça est parfaitement articulé. Et en fait, la manœuvre descend jusqu'au niveau du groupe, c'est-à-dire 5 personnes. Donc on pourrait croire que les CRS, en fait, ce sont une espèce de nuage de brute épaisse. Il n'en est vraiment rien. Chacun est vraiment responsable de son secteur. Chaque chef de groupe est responsable de ses unités. Chaque collègue est responsable de son binôme, est responsable de la force qu'il va employer. Ensuite, chaque officier est responsable de sa demi-section et chaque commandant est responsable de sa compagnie. Et tout ça s'articule sur une logique qui a été préalablement définie en fonction d'une stratégie. Donc l'unité constituée, c'est, comme son nom l'indique, une unité qui se constitue autour d'une stratégie et autour des spécialités de chacun pour pouvoir répondre au plus près. Il y a véritablement une finesse qui est faite justement dans l'application de ces stratégies, puisque chacun a un rôle. Le schéma national du maintien de l'ordre revient sur ce rôle, mais d'une manière générale, on tend, nous en tant qu'unité constituée, à être de plus en plus mobile, ce qui justement est un vecteur, ou en tout cas ce qui sollicite davantage de communication, davantage de maniabilité, davantage de flexibilité et donc de réactivité. Donc l'unité constituée n'est pas un concept qui s'oppose à la réactivité et on va dire à l'intelligence individuelle. Très bien. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. Alors du coup, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut s'engager dans la police nationale d'une manière générale et dans les CRS en particulier, notamment peut-être par rapport à cette crainte de l'image que vous représentez, d'autorité, de maintien de l'ordre et donc de force. La force légitime certes, mais la force quand même. Alors de manière générale, pour un jeune qui souhaite rentrer dans la police nationale aujourd'hui, le premier mot ce serait bienvenue. Bienvenue et c'est vraiment une magnifique aventure de la vie. Je suis rentré dans la police en 2006, j'ai l'impression que c'était hier, j'ai rien vu passer, donc c'est plutôt bon signe. Et quand j'en parle avec beaucoup de personnes qui aujourd'hui prennent leur retraite, ils se disent que si c'était à refaire, ils le referaient, voilà, sans aucun regret. Ensuite, pour les CRS en particulier, si je devais
dire quelque chose à un jeune qui souhaite nous rejoindre, il faut aimer le collectif, faut pas attendre de la routine. Alors, d'une manière générale, dans la police nationale, il ne faut pas attendre la routine, mais chez les CRS également, il faut vouloir s'adapter. Si vous aimez le sport, si vous aimez la vie en collectivité et si vous souhaitez servir, alors les CRS sont faits pour vous. Voilà, merci beaucoup Philippe. J'espère que vous avez eu quelques réponses à vos interrogations sur les compagnies républicaines de sécurité. Je vous laisse la parole si vous avez des questions, des interrogations. Peut-être parce que je vois des jeunes filles au premier rang, mais Philippe a dit on n'est pas un nuage de brutes épaisses qui arrive. C'est vrai que Philippe représente quelqu'un avec une stature, une carrure. Peut-être que vous avez des questions par rapport à ça, par rapport à la féminité, la féminisation dans les métiers, notamment en CRS, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus d'hommes quand même ou de femmes? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'engagent pour être CRS ou est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas tant de changements? Alors, d'une manière générale, dans la police nationale, il y a 30% de femmes qui sont représentées, tout grade et tout niveau. Je vais laisser Philippe parler particulièrement du cas des CRS. Merci. Alors, évidemment, les femmes ont toute leur place dans les compagnies républicaines de sécurité. Et quelles que soient les missions que j'ai pu vous décrire, sachez que les femmes occupent ces fonctions. Protection rapprochée, nous avons des femmes à la CRS 1. Maître nageur sauveteur, nous avons des femmes. Dans les montagnes, nous avons des femmes. Binôme observateur-tireur, j'ai pas d'exemple, mais je pense que nous avons des femmes. Secouriste opérationnel de compagnie, nous avons des femmes. En compagnie de maintien de l'ordre et donc en CRS, nous avons également des femmes. Voilà, il n'y a aucune difficulté. Les déplacements, lorsque nous déplaçons et nous sommes logés en chambre individuelle. Donc voilà, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Enfin, je veux dire, la gestion du quotidien pour intégrer des personnels féminins, c'est fait pour. Voilà, donc, et d'une manière générale, on n'est pas sur un état d'esprit masculin, misogyne. Les femmes ont toute leur place. Et les tests de sélection sont les mêmes pour les femmes que pour les hommes. Donc à partir du moment où vous rentrez chez nous, ça veut dire que vous avez la légitimité pour être sur le terrain et être intégré dans une unité. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Et je le confirme, j'en ai été témoin, et je rajouterais même que la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité, je l'ai dit, est une femme, c'est la directrice, et c'est la première fois qu'on a une femme directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité. Donc pour vous montrer que vraiment la police s'ouvre de plus en plus à la féminisation, aux métiers féminins, y compris dans des métiers qui ont une image extrêmement autoritaire, extrêmement virile, disons-le, une image masculine, et ce n'est pas du tout le cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, vous en avez un ici. C'est pas tous les jours quand même. Bonjour. J'ai une question. Si par exemple on s'est orienté sur un tout autre parcours aujourd'hui et qu'on souhaite, pour une raison X ou Y, rejoindre par exemple la police, quel est le parcours, on va dire, le plus rapide ou le plus efficace, on va dire? Est-ce que tu veux répondre? Oui, je veux bien. Allez, je te laisse répondre. Merci. Alors, évidemment, cela va dépendre, j'ai envie de dire, de votre profil déjà universitaire, professionnel. Mais alors, moi, je participe également au jury de recrutement des concours gardiens, mais également officiers et commissaires. Et c'est vrai que souvent, pour les personnels extérieurs, on a un profil qui est assez juridique, ce qu'on appelle un peu profil Sciences Po. Mais nous, on est très friands, en fait, de profils qui sont très diversifiés. Pourquoi? Parce que la police nationale offre des métiers qui sont diversifiés et donc chaque personne avec son expérience professionnelle, personnelle, a une pierre à apporter à la police nationale et forcément viendra avec sa compétence. Et on est tous différents mais on est tous utiles. Un idéal commun qui est la police nationale. Donc quel que soit votre parcours, quelle que soit votre motivation, la motivation première c'est quand même de servir l'État, mais quelles que soient vos affinités, vous trouverez forcément chaussures à vos pieds dans la police nationale. Si vous avez une spécialité dans une langue étrangère, vous êtes la bienvenue. Si vous savez, si vous êtes féru de cybercriminalité, vous êtes la bienvenue. Si vous avez des brevets de pilotage, vous êtes la bienvenue. Tout le monde est bienvenu chez nous. Exactement.
Alors il y a des conditions d'âge évidemment, mais bon, vous êtes tous très jeunes ici au salon de l'étudiant, et en fait il y a plusieurs voies de recrutement. Et d'ailleurs on va en parler cet après-midi. On va parler de qu'est-ce que être élève gardien de la paix, qu'est-ce que élève officier, qu'est-ce que élève au commissaire, comment on y rentre. Et je rejoins tout à fait ce que vient de dire Philippe, parce que nous avons besoin par exemple en cybercriminalité de gens qui sont un peu geeks, voire qui sont ingénieurs informaticiens, et donc qui peuvent rejoindre nos rangs. Nous avons besoin de web designers dans la communication, de vidéastes dans la communication. On a besoin de gens qui parlent des langues étrangères aussi pour nous aider dans les enquêtes judiciaires au quotidien. On a besoin de gens sportifs qui ont envie d'intégrer des unités d'intervention comme le RAID ou les BRI qui sont très connus, je ne vous les présente plus maintenant, et vraiment tout type de spécialité. Donc il ne faut pas s'auto-censurer sur moi j'ai pas du tout suivi cette voie et au final je suis plus très sûre de moi, mais c'est peut-être pas fait pour moi. Non, pas du tout. Alors c'est vrai que le concours à la base est assez juridique, donc il faut avoir quand même se remettre à niveau un petit peu juridiquement. On a des profils qui sont des étudiants en droit, des étudiants en Sciences Po comme pour les plus hauts gradés souvent, mais pas que. Et justement, la police nationale s'ouvre de plus en plus sur tout type de profil. Alors je ne sais pas quelle est votre spécialité, mademoiselle ? Dans le commerce. Bon, voilà. Il faut tenter. On a même des comptables qui sont venus et qui sont extrêmement intéressants comme profil, parce que nous avons d'ailleurs ici sur le stand un représentant de l'Office central de la répression de la grande délinquance financière et qui fait des enquêtes financières, d'où avoir un certain besoin, une certaine appétence, notamment en comptabilité, en bilan et ce genre de choses. Donc vous voyez, on a vraiment un panel de métiers qui est très différent. Alors on commence tous un peu avec une base générale, globale, où on apprend notre métier professionnel, c'est-à-dire d'avoir des bons réflexes en intervention, d'avoir contact avec le public, de pouvoir gérer tout type de situation. Ça, c'est la base qu'on apprend en école de police en formation initiale. Mais par la suite, et assez rapidement d'ailleurs, on peut tout à fait évoluer. Déjà en grade, vous en avez vraiment l'exemple ici avec Philippe qui a fait tous les grades. Moi-même, j'étais officier avant d'être commissaire. Donc on peut vraiment évoluer dans sa carrière, mais en plus aussi dans les spécialités. Donc une évolution en grade et une évolution en spécialité, et c'est ça qui fait la richesse. Parce que moi, quand j'ai commencé il y a 20 ans, j'étais loin de m'imaginer que j'allais faire tout le parcours que j'ai fait jusqu'à présent. Vraiment. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonjour, donc moi j'ai deux questions. J'ai une première question, vous rappelez tout l'historique de CRS, la compagnie républicaine de sécurité, mais il y a une chose que vous posez depuis le début, c'est que vous êtes détaché et déployé par qui décide de votre action ou de la mise en place de votre action. Ça, c'est ma première question. Et la seconde question, c'est plutôt au niveau de la formation, sur la durée de formation pour les gens qui viennent d'un autre univers. J'ai l'impression que c'est tous un front commun avec... Voilà, plus des détails là-dessus. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, la première question, comment nous sommes déployés ? Il y a une unité de coordination nationale qui s'appelle Unité de coordination des forces mobiles, qui, elle, identifie au jour J l'enveloppe globale des forces mobiles, donc c'est-à-dire CRS et gendarmerie mobile, qui sont disponibles. À partir de là, il y a une demande qui est faite par les autorités préfectorales, eux-mêmes sollicités par les gendarmes ou les policiers qui sont sur leur territoire. La demande remonte à l'unité de coordination nationale des forces mobiles et elle priorise. Voilà, tout simplement. Donc, pour la diversité des métiers, c'est-à-dire que ça aide d'être nageur, voilà, c'est le préfet. Alors l'exemple que je viens de vous donner, c'est pour le maintien de l'ordre. Okay, et ensuite, pour ce qui concerne les plages, ce sont les maires qui demandent à la direction générale de la police nationale de pouvoir bénéficier de maîtres nageurs sauveteurs sur la plage. Pour les alpinistes, eux, ils sont ce qu'on appelle sédentarisés, donc forcément, ils interviennent que dans la montagne. Et pour nos personnels autoroutiers, ils fonctionnent comme un commissariat, c'est-à-dire qu'ils ont un secteur de compétences, une compétence linéaire sur ce qu'on appelle les autoroutes urbaines, et eux n'ont pas de vocation à être déployés. Voilà. Alors on a un autre système, ce sont les unités motocyclistes zonales. Ça fonctionne comme des compagnies de maintien de l'ordre, d'accord, sauf que ils ne font pas du maintien de l'ordre, mais ils font des motos. Donc là, ce sont des compagnies d'une quinzaine de motos qui se déplacent sur tout le territoire pour pouvoir porter assistance. Donc première question. Deuxième question sur le tronc commun. En effet, vous avez 3 voies d'accès. Gardien de la paix, officier de police, commissaire de police.
Les scolarités sont communes à l'ensemble des spectres missionnels qui sont ensuite proposés en sortie d'école. Il y a un LAP 8 mois ou un an, officier de police 1 an et demi, commissaire de police 2 ans. À l'issue de ces scolarités, mais on va vous expliquer ça pendant les 3 jours, vous avez un classement, vous avez des postes qui vous sont proposés, et ensuite en fonction des spécialités qui vous sont proposées et que celles que vous allez prendre, il y a une formation qui est proposée. Par exemple CRS, si vous faites concours de RLAP et qu'en sortie d'école, vous choisissez les CRS, vous avez 2 mois de formation pour pouvoir évidemment connaître l'ensemble des techniques de maintien de l'ordre. Effectivement, c'est assez diversifié et on est vraiment dans des métiers spécifiques. Je suis sûre que quand vous allez aller sur la plage cet été et que vous allez voir passer un CRS, vous allez voir les choses peut-être un petit peu différemment avec toutes les connaissances que vous a apporté Philippe aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est le moment d'en profiter. On n'a pas tous les jours un CRS à cuisiner. Donc n'hésitez pas. Jeune homme, non, vous êtes intéressé par les métiers ou pas? Oui, ça vous intéresse? Super. On attend le résultat, d'accord. Eh ben on croise les doigts, vous serez le bienvenu, bien évidemment. Vous avez une question, mademoiselle? Bonjour déjà. En fait, on sait tous que le salaire est un truc qui attire les jeunes surtout pour pouvoir choisir les métiers et tout. Et donc, moi je suis déjà étudiante, mais ça pourrait m'intéresser d'intégrer vos équipes. Par contre, il faudrait bien savoir, est-ce que les salaires en graduant les grades, est-ce qu'ils vont évoluer? Est-ce que ça serait intéressant ou pas? J'ai vraiment aucune idée sur les salaires, du coup, je voudrais savoir. C'est une bonne question, c'est une question qui revient régulièrement. Alors oui, je réponds déjà à votre question. En fonction des grades, les salaires évoluent. Évidemment, un gardien de la paix n'a pas le même traitement qu'un officier qui a plus de responsabilités parce qu'il a des hommes à gérer et qu'un commissaire qui a tout un service pour le coup à gérer. Donc effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 3 concours, parce que c'est 3 concours avec des niveaux différents de diplômes. Donc le salaire est évidemment pas le même. Par contre, dès que vous avez le concours et que vous intégrez l'école en question, gardien de la paix, officier ou commissaire, vous avez tout de suite droit à un traitement, une rémunération de base. Et pour le gardien de la paix, il commence avec 1 500 € environ. Et après, en fonction des affectations, des premières affectations, on est entre 1 800 et 2 000 €. Donc c'est vraiment le salaire de base en police nationale. Et évidemment, ça évolue avec le grade. Et dès que vous rentrez à l'école, vous êtes payé, même si vous êtes hébergé, vous êtes évidemment nourri, logé, blanchi, comme on dit. Mais vous avez ce traitement. Ce qui est assez confortable. Évidemment, il y a une contrepartie à ça, c'est de voir un certain nombre d'années à l'administration et de ne pas démissionner tout de suite après votre formation. Sinon, vous serez obligé de rembourser. Mais en tout cas, il y a un vrai confort en fait quand on rentre en école de police parce que après on n'a plus qu'à se consacrer à la formation et pas à penser à nos difficultés financières qu'on pourrait avoir d'hébergement ou difficultés financières. Et ça, c'est vraiment une grande force en école de police. Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu comme ça, mais en tout cas, moi, quand je suis arrivée, j'ai fait des études de droit. J'avais 25 ans et j'ai réussi le concours d'officier de police tout de suite après mes études. Et c'est vrai que je n'ai pas eu à me préoccuper du traitement, de l'hébergement, etc. Et j'ai tout de suite intégré l'école d'officier. Oui, alors juste pour finir tes propos, en effet, lorsqu'on compare avec des amis qui sont dans le privé, par exemple, clairement, on est sur une situation financière qui est très correcte. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas que ce soit la motivation première, bien évidemment. Mais à un moment donné, évidemment, ça compte. Et donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a un statut intéressant. Tout à fait. Surtout qu'il y a des primes de risque, tout ça, bref. Bon, je ne vais pas vous mentir, évidemment, on ne va pas rouler sur l'or et être très riche en étant dans la police, ça se saurait. Mais vous avez une sécurité de l'emploi, vous avez une évolution de carrière et donc une évolution de votre traitement. La paye, en fait, on l'appelle le traitement, vous avez compris. Mais des fois, c'est un peu notre jargon, alors je préfère expliquer. Et en fait, plus on évolue dans la carrière et plus on augmente notre traitement. Donc c'est toujours en progression. Évidemment, il faut être exemplaire dans son activité, il faut être exemplaire dans sa mission. Là-dessus, on n'a pas de difficulté. Mais voilà, il y a cette évolution et il y a cette possibilité d'évoluer aussi financièrement.
Alors, merci de toutes vos questions. On va être obligé d'arrêter pour faire passer la conférence suivante. Merci de votre intérêt et n'hésitez pas à venir nous poser des questions tout au long de la journée et y compris tout le week-end pour vos projets au sein de la police nationale. Merci à vous.